octobre 2015 ont évolué et prennent une autre forme. Ce ne sont plus les mêmes événements qu'en octobre 2015, c'est quelque chose d'autre, avec d'autres motifs, avec une autre influence, les influences religieuses. Les événements de ce week-end montrent ces menaces avec l'attentat de Khalamish, les affrontements à Jérusalem et les roquettes depuis Gaza. Gadi Eisenkot redoute un regain de violence pour ces prochains jours. Le chef d'état-major l'assure, l'armée israélienne se tient prête. Les forces de Tsahal doivent se préparer à la possibilité d'une escalade des violences ces prochaines semaines. Il faut se préparer au pire scénario et la possibilité d'une attaque dans la bande de Gaza. Nous avons décidé de renforcer les opérations de Tsahal et de déployer des milliers de troupes supplémentaires dans la région. Si Eisenkot redoute un regain de tension, pour le ministre de la Défense israélien, pas question de relâcher la pression. Avigdor Lieberman est ferme sur la peine que doit recevoir Omar El Abed, le terroriste de Khalamish. Le ministre souhaite la peine de mort pour les terroristes, une mesure également souhaitée par Naftali Bennett. Lieberman est également revenu sur la décision de Mahmoud Abbas de geler tout contact avec Israël. Le ministre de la Défense répond au chef de l'autorité palestinienne, sans contact avec Ramallah, Israël s'arrangera. Une façon pour Avigdor Lieberman de montrer que Mahmoud Abbas a davantage besoin de son voisin israélien. Et donc la question qui se pose là, y compris pour Mahmoud Abbas, c'est de savoir s'il doit reprendre ou non la coopération sécuritaire avec Israël et de savoir si c'est dans l'intérêt de l'autorité palestinienne ou d'Israël que cette coopération se maintient. Dans Evan Sabir. Interrogé sur le sérieux de cette information, ou en tout cas de cette déclaration, est-ce qu'il n'y a pas là un effet d'annonce dans la mesure où Mahmoud Abbas tente de redorer son blason auprès de la population palestinienne? On sait qu'il est très impopulaire, qu'il est concurrencé bien évidemment par des courants plus radicaux que celui qu'il préside, par les islamistes, par le Hamas. Et dans ces conditions, la coopération sécuritaire peut-elle ou non être sacrifiée? On imagine mal que ce soit véritablement le cas, tout simplement parce que cette coopération sécuritaire, eh bien, elle permet la survie politique de Mahmoud Abbas. Sans la coopération sécuritaire, il faut rappeler qu'Israël et l'autorité palestinienne ont un ennemi commun, qui est le Hamas. Eh bien, le pouvoir de Mahmoud Abbas à Ramallah, dans l'autorité palestinienne, serait pour le moins vacillant. C'est aussi l'intérêt d'Israël, parce que grâce à cette coopération sécuritaire, eh bien, plusieurs attentats ont été déjoués. Donc un intérêt commun, et à l'heure où nous parlons, malgré ces déclarations de Mahmoud Abbas, les contacts ne sont pas rompus entre les services de sécurité de l'autorité palestinienne et de l'autre l'armée israélienne et les services de sécurité interne d'Israël, le Shabak. Vous le disiez, l'Israël qui a besoin de l'autorité palestinienne, mais l'autorité palestinienne qui a également besoin d'Israël, y compris pour sa légitimité à l'échelle internationale. Oui, à l'échelle internationale, bien évidemment, Mahmoud Abbas ne peut pas se permettre de rompre complètement avec Israël parce que ce serait se mettre à dos les États-Unis. Et malgré le coup de froid entre Washington et Ramallah, ce n'est pas un luxe que Mahmoud Abbas peut se permettre dans l'état actuel des choses. Maintenant, on peut s'interroger effectivement sur le rôle de la diplomatie dans la crise actuelle. Est-ce qu'elle est capable, est-ce que les tractations avec des puissances régionales ou internationales, les États-Unis, peuvent aboutir à une accalmie sur le terrain? Rien n'est moins sûr dans la mesure où les éléments les plus radicaux donnent le ton, et ces éléments radicaux, eh bien, ils ne répondent ni devant la Jordanie, ni devant l'Arabie Saoudite, ni devant les États-Unis, bien évidemment. Peut-être qu'il y a une certaine influence turque, parce que la Turquie est l'un des rares pays de la région à entretenir des liens étroits avec le Hamas, avec certains islamistes israéliens, également le Cheikh Raed Salah, qui joue un rôle de premier plan, cher israélien de la tendance nord du mouvement islamique. La Turquie peut jouer un rôle. La Turquie veut jouer un rôle parce que Erdogan veut se poser en leader du monde arabo-musulman. Mais quel rôle? De quelle manière? Pousse au crime ou élément modérateur? Pour l'instant, on ne le sait pas. Et on vient en pression internationale sur Israël. Elles viennent essentiellement de deux sources. L'Égypte qui a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour demain. Le Conseil de sécurité de l'ONU d'ailleurs qui devra trouver un moyen d'apaiser les tensions. Et l'autre source de pression, c'est la Turquie qui s'en prend plus franchement à Israël. David Klezewski. Le Conseil de sécurité doit se réunir lundi. Officiellement, il sera question d'étudier la façon dont les appels à la désescalade peuvent être soutenus. L'organe de l'ONU a été saisi à la demande de la France, de la Suède et de l'Égypte. Au Caire, justement, déclaration des représentants de la Ligue arabe.
Son secrétaire général accuse Israël de jouer avec le feu et dénonce l'aventurisme du gouvernement qui, affirme le communiqué, veut provoquer une grave crise avec le monde arabe et musulman. Mais en pratique, les États arabes semblent au contraire divisés sur l'approche à adopter face aux émeutes de Jérusalem. Le journal israélien Haaretz s'interroge. Pourquoi ce relatif silence de nombreux États arabes musulmans? Réponse apportée par l'un des auditeurs interviewés par la chaîne arabophone Aliwar. Je m'oppose à une victoire d'Al-Aqsa parce que la victoire d'Al-Aqsa est une victoire pour le Hamas et le Qatar. Plusieurs régimes arabes sont eux-mêmes menacés par des groupes islamistes et ils estiment que les troubles à Jérusalem autour de la mosquée Al-Aqsa sont eux aussi de nature islamiste. Ces États arabes craignent ainsi pour leur stabilité. A l'inverse, plusieurs diplomaties de la région comme le Qatar ou la Turquie d'Erdogan jouent la carte de l'embrasement religieux. Le président Recep Tayyip Erdogan avait déjà appelé il y a plusieurs mois à marcher sur Jérusalem. Il pointe du doigt Israël à nouveau. J'ai souligné que nous n'approuvons pas les attaques sur la vie, les biens et le droit des gens à pratiquer leur religion. La Turquie poursuivra ses efforts pour ramener la paix dans la région et elle continuera à soutenir la lutte de nos frères palestiniens pour le droit, la liberté et la justice. De son côté, l'Union européenne appelle Israël et la Jordanie à coopérer ensemble pour faire réduire les tensions. Car si le contrôle sécuritaire du site est assuré par Israël, c'est une autorité musulmane jordanienne qui administre et gère le mont du Temple et esplanade des mosquées. Une souveraineté partagée mise à mal depuis l'attentat de vendredi 14 commis par 3 Arabes israéliens, puis par les mesures de sécurité qui ont suivi. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas de ces informations liées aux pressions et à la situation dans l'implantation de Khalamish et à Jérusalem. Je vous propose de reprendre la direction tout de suite de la vieille ville de Jérusalem avec notre envoyé spécial. Pierre, vous nous disiez tout à l'heure que la nuit semblait plutôt calme. Qu'en est-il à présent? Oui, la nuit, la situation est revenue au calme. Il y a eu une légère échauffourée il y a à peu près une demi-heure lorsque la police